Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par partir à la rencontre d'une influenceuse littéraire. Sur YouTube, Instagram et TikTok, Audrey partage sa passion pour la lecture avec sa chaîne Le Souffle des mots. Portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech et elle était avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Lisa de Bernard. Bonjour. Très heureuse de vous retrouver aussi. Quelle va être votre chronique aujourd'hui? On va parler radar et intelligence artificielle. On voit ça dans un instant. Et puis on va parler aussi du jeu vidéo qui était mis à l'honneur il y a quelques jours à la Paris Games Week, le plus grand salon dédié en France. L'occasion pour nous aussi de nous pencher sur ce secteur et sur ces métiers aussi divers que variés à l'heure où les choix d'orientation des lycéens commencent à se dessiner. On en parle avec notre invité Nicolas Audouin. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau de l'École du Futur. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes le directeur du Gaming Campus de Paris. On va en parler avec vous dans un instant, juste après le focus. Avec l'importance du numérique dans le monde d'aujourd'hui, on en vient souvent à oublier les fondamentaux et parmi eux la lecture. Mais si cette fois le numérique nous aidait justement à revenir sur nos pas, la chaîne YouTube d'Audrey Souffle des mots est entièrement dédiée à la lecture et à la littérature et on nous couvre son portrait tout de suite, signé Jean Martineau aujourd'hui. Ouvrez vos livres, page 19, au chapitre 4, nommé « Le souffle des mots ». Certaines fois, il est dur de se mettre ou remettre à la lecture. Par où commencer? Quel style va nous plaire? Où lire? Quand? C'est le concept de la chaîne YouTube d'Audrey, Le Souffle des mots. Une chaîne YouTube calme sur laquelle elle partage ses avis sur ses dernières lectures, les bonnes adresses qu'elle a pu découvrir au fil du temps, des vlogs à des salons du livre et autres conventions, ou encore des vidéos de plus d'1 heure au coin du feu pour partager un moment de lecture à travers l'écran. En quelques mots, j'étais vraiment une jeune passionnée de lecture qui n'avait aucune idée que ça prendrait ces proportions-là au moment où elle s'est lancée. Et pour tout vous dire, au tout début, c'était évidemment bien moins de succès en fait, puisque quand j'ai commencé, j'avais très peu d'abonnés et pendant assez longtemps, j'ai eu très peu d'abonnés et c'est normal aussi en fait. Mais dès le début, j'ai adoré le côté échange justement, de rencontrer d'autres lecteurs et lectrices sur les réseaux sociaux et de discuter avec eux et tout. Ça, dès le début, ça m'a tout de suite plu. Ce que je préfère. Bon, j'adore lire, vous le savez, mais ce que j'adore, c'est créer des contenus un peu créatifs. Ce que j'aime beaucoup, c'est me dire que la lecture me permet, de créer des contenus, des photos, des vidéos qui sont créatives et qui, du coup, changent un petit peu de la simple chronique que je peux poster parfois aussi, bien sûr. Mais ce que je préfère faire, je pense, c'est ce côté un peu créatif. Après 11 ans, 714 vidéos, 115 000 abonnés et plus de 1 million de vues cumulées, Audrey Tribaud est devenue la booktubeuse numéro 1 en France. Véritable passionnée, sa réussite n'est pourtant pas le fruit du hasard. L'aventure du souffle des mots démarre le 27 avril 2013, non pas sur YouTube, mais à travers un blog internet où Audrey démarre peu à peu son métier d'influenceuse littéraire. Elle nourrira ce blog jusqu'en 2017 avant de le laisser mourir peu à peu pour laisser place aux nouvelles plateformes telles qu'Instagram. Un choix qui semble porter ses fruits puisqu'elle compte bientôt 100 000 abonnés sur son compte qu'elle nourrit de courtes vidéos sur un format bien différent de celui de YouTube. Comment réagiriez-vous si un garçon vous demandait des conseils de surf et de sexe? C'est bel et bien ce qui arrive à Lou durant un été. Passionnée de surf, elle passe la saison au bord de l'océan et y rencontre Inigo qui va lui demander ses fameux conseils. Lou va alors se plier au jeu et peu à peu se rapprocher de lui et se confier, car elle vit un été particulier et est dans l'attente de sa meilleure amie qui ne lui donne plus de nouvelles. Et j'ai même écrit noir sur blanc en 2010, je viens de lire le tome 5 de Lou et j'ai envie de faire un journal comme le sien. Vous pouvez fermer vos livres, le focus est fini, mais vous connaissez maintenant le lieu de rendez-vous, il s'appelle Le Souffle des mots, idéal pour pouvoir se remettre à la lecture. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très vite. Allez, autre chose maintenant. C'est un secteur qui connaît des moments difficiles, notamment marqués par plusieurs vagues de licenciements depuis la crise sanitaire du Covid-19. Mais c'est aussi un secteur et un domaine professionnel qui intéresse de plus en plus les jeunes, quel que soit leur âge, et dont les opportunités sont nombreuses. On en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk. Et on en parle aujourd'hui en plateau avec notre invité Nicolas Audouin. Je rappelle que vous êtes le directeur du Gaming Campus de Paris. Alors Nicolas, vous avez été bien occupé là, ces derniers jours parce que vous étiez notamment à la Paris Games Week. C'est le plus gros événement dédié aux jeux vidéo ici en France. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu de particulier par rapport aux années précédentes?
Alors effectivement, c'est la grande messe du jeu vidéo. C'est pour ça que c'est très important qu'on soit présent, à la fois pour présenter nos programmes, mais aussi d'impliquer nos étudiants auprès de nos partenaires, puisqu'ils sont en besoin de soutien pour à la fois l'organisation et aussi pour découvrir ce qu'ils ont à présenter. Et donc, ça a été aussi l'occasion de présenter un ouvrage que nous sommes les seuls à proposer chez Gaming Campus. D'accord. C'est ce fameux guide des métiers du jeu vidéo qui est actualisé chaque année puisqu'on adresse des métiers qui sont directement impactés par l'innovation. Donc il est nécessaire qu'on actualise à chaque fois ces métiers. Bien sûr. Et c'est vrai que d'une année sur l'autre, on en voit toujours réapparaître. Et donc, ce guide des métiers permet de pouvoir décrire en détail ce que chacun des métiers propose. Et donc, ça a été l'occasion de pouvoir le présenter au public, puisqu'il vient tout juste de sortir il y a quelques jours. Il est tout frais, effectivement. Alors justement, et vous allez nous en parler dans un instant, quand on parle des métiers du jeu vidéo, on parle de plein de choses, notamment très différentes, avec des spécificités, des compétences aussi différentes. D'abord, cette Paris Games Week dans laquelle vous avez passé plusieurs jours avec vos étudiants, vous nous en avez parlé. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui était différent par rapport aux années précédentes? Est-ce que, par exemple, on a parlé du bouleversement du monde de jeux vidéo avec l'intelligence artificielle, ou est-ce que ça a été déjà dépassé? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette nouvelle édition? Alors, l'intelligence artificielle, ce n'est pas... Alors, c'est effectivement un bouleversement, mais c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans notre quotidien, et ça doit vraiment être un supplément pour nous aider à être plus rapides, plus efficaces pour exercer nos métiers. Quand on parle de métier du jeu vidéo, quelles sont les professions justement qui se cachent derrière cette expression? Quels sont les rôles, les compétences nécessaires pour travailler dans ce secteur, Nicolas? Alors, on a 3 typologies de professions. La première, pour un type de profession plutôt orientée artiste. D'accord. Donc ça, c'est pour toute la partie narrative, sonore et graphique d'un jeu vidéo. On a une typologie plutôt technique. Donc là, on va former des sortes de développeurs. Exactement, des développeurs pour donner vie au code qui va créer le jeu vidéo. Et enfin, une typologie plutôt commerciale, avec plutôt un aspect communication et vente. Ça, c'est 3 métiers qui travaillent ensemble, qui s'imbriquent et qui aujourd'hui ne peuvent pas travailler indépendamment l'un de l'autre. C'est ça? Exactement. Et en fait, sans l'un de ces 3, on ne peut pas créer de jeux vidéo. Donc, par exemple, au Gaming Campus, qui est cette école à Paris que vous dirigez, les étudiants, quelle que soit la spécificité quelque part qu'ils choisissent, forcément au cours de leur parcours, ils sont amenés à travailler sur ces 3 composantes. Tout à fait. Je comprends. En fait, on a découpé nos écoles par typologie de ces métiers que je viens de vous indiquer. Donc, on a Gaming Art pour former des artistes, Gaming Business pour former des marketeurs, des décideurs, des leaders dans le monde du jeu vidéo, et Gaming Tech pour former des codeurs, des programmeurs, avec cette dimension informatique très forte. Alors on va continuer à en parler avec vous, parce que le jeu vidéo est souvent perçu, c'est vrai, uniquement comme une activité de loisir. Comment vous expliquez-vous aujourd'hui son potentiel en tant que carrière pour les jeunes qui là sont peut-être en train de regarder effectivement, à commencer en tout cas à observer quel stage ils pourraient faire à la fin de l'année, dans quel domaine ils pourraient se diriger après leurs études? Le jeu vidéo, ce n'est pas qu'un loisir. Effectivement, ce n'est pas qu'un loisir, et parce que le digital envahit tous les métiers aujourd'hui, plus que jamais. Et donc si on forme effectivement nos étudiants avec un focus jeu vidéo, on les forme aussi à des compétences qui sont transférables à d'autres domaines. La formation, la sensibilisation, toutes les technologies immersives qu'on peut trouver dans des domaines bien au-delà de la partie jeu vidéo. Et donc, c'est un secteur qui, globalement, est pénurique, qui peine à trouver de la main-d'œuvre qui est opérationnelle et qui a les compétences pour pouvoir développer ces supports, ces outils-là. Et ça ne s'arrête pas qu'aux jeux vidéo. Pour les jeunes qui souhaitent faire un stage cette année dans le domaine du jeu vidéo, justement, stage de seconde, par exemple, quelles qualités ou compétences sont justement les plus recherchées pour ces métiers-là par les entreprises du secteur?
Alors, on adresse surtout des offres de stage pour les étudiants de 3e, enfin les élèves de 3e. Ouais. Ils ont 14 ans. Ils sont en plein choix à la fois d'orientation pour leurs études, mais aussi pour le métier qu'ils souhaitent faire. Et venir chez Gaming Campus, c'est leur donner 2 expériences. À la fois de pouvoir découvrir comment une entreprise fonctionne, puisqu'un campus fonctionne comme une entreprise. On a un service commercial, un service pédagogique et un service relations entreprises. Et les interactions qu'on peut avoir entre les collaborateurs permet aux élèves de 3e d'observer comment se passe le fonctionnement, les opérations d'une entreprise. Et la deuxième expérience, c'est l'expérience liée à leur passion, puisque les élèves de 3e qui viennent nous rejoindre sont passionnés comme nos étudiants actuels, et donc ils peuvent parler la même langue jeux vidéo que nos étudiants, et donc découvrir ces 3 typologies de métiers que je vous ai expliqué tout à l'heure, puisqu'ils vont pouvoir rentrer en salle de cours, s'immerger complètement donc avec notre pédagogie, qui est une pédagogie assez particulière, puisqu'elle est par projet. C'est une nécessité si on veut former nos étudiants à devenir des professionnels opérationnels tout de suite et adaptables dans le monde de l'entreprise, aussi bien dans le stage que l'alternance, mais aussi en tant que premier job. La pédagogie par projet, c'est vraiment calquer la réalité du monde de l'entreprise, puisqu'on travaille toujours en projet, on réunit autour d'une table des compétences différentes pour en faire des projets de création de jeux vidéo in fine. Et donc qu'ils puissent assister à cela, ça va venir servir à la fois peut-être leur projet ou leur passion pour le jeu vidéo, et de savoir vers quelle typologie de métier ils veulent s'orienter. Et ça, c'est important, effectivement, d'avoir concrètement sous les yeux et de voir au sein d'une entreprise et auprès de professionnels ce à quoi leur métier pourrait ressembler. Vous me parliez aussi, Nicolas, en préparant cette interview, du boom des Jeux Olympiques et de l'impact aussi que tout ça va avoir sur le secteur de jeux vidéo. Qu'est-ce qui va se passer là au cours des prochaines années pour le secteur du jeu vidéo qui, on le voit bien depuis quelques semaines, quelques années même, se voit bien bouleversé, mais là, ça prend une toute autre ampleur avec les Jeux Olympiques. Alors avec les Jeux Olympiques, on a surtout l'e-sport. L'e-sport est c'est en plein boom. C'est très particulier, puisque l'e-sport, personne n'en parlait, ou on en parlait très très peu il y a quelques années. Oui. On va prendre l'exemple de la K-Corp qui, en 3 ans, a une renommée internationale, et ils ont mis le feu littéralement, peut-être pas littéralement, mais en tout cas ils ont mis le feu à l'Accor Arena en septembre 2023, et d'ailleurs on a été partenaire. Et l'e-sport, c'est 9 étudiants sur 10 qui veulent rejoindre le gaming business qui les passionne. D'accord. Ils veulent intégrer ce domaine donc, en tant que chef de projet, community manager, streamer. Parce que là aussi, il y a plein de métiers, effectivement, dans l'e-sport. Et le lien avec les Jeux Olympiques, c'est que c'est tellement en pleine expansion, en plein boom, que aux Jeux Olympiques de Los Angeles, ça n'a pas été le cas malheureusement à Paris cette année, mais l'e-sport sera représenté comme sport à part entière. Et ben voilà, on va continuer à en parler avec vous. En tout cas, merci beaucoup Nicolas. On va passer d'abord à la chronique de Lisa. Mais d'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Nicolas Audouin, le directeur du Gaming Campus de Paris. Nicolas, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech. La nouvelle ne vous a peut-être pas échappé, de nouveaux radars débarquent prochainement sur le bord de nos routes pour notre plus grand plaisir, mais pas n'importe lesquels, Lisa. Ils seront boostés cette fois-ci à l'intelligence artificielle. Alors pourquoi ce virage technologique? Eh bien, il faut croire que recevoir une amende pour excès de vitesse sera bientôt des mots des Philippines, puisque sur les routes françaises, les conducteurs vont voir débarquer de nouveaux radars, comme vous l'avez dit, boostés à l'intelligence artificielle, grâce à des mises à jour d'appareils existants et à l'arrivée de 160 nouveaux radars sur un parc qui en compte déjà aux alentours de 4000. À la clé, 3 nouvelles infractions majeures seront sanctionnées: l'usage du téléphone portable au volant, le non-port de la ceinture de sécurité et enfin le non-respect des distances de sécurité entre les véhicules. Petite précision, quel budget est engagé pour ce projet, Lisa? 46,3 millions d'euros pour l'installation donc de nouveaux équipements, pour les mises à jour que j'évoquais juste avant, et également pour l'entretien des radars qui sont, on le sait, régulièrement dégradés. Effectivement. Alors comment tout ça, ça fonctionne justement? Qu'est-ce que ça change vraiment d'ajouter de l'intelligence artificielle? Eh bien, si je dois l'expliquer en une phrase, je dirais que les radars vont être capables de voir plus loin et surtout de comprendre en fait ce qu'ils voient. Eh bien, si on prend l'exemple par exemple de Idemia, qui est l'une des entreprises dans l'hélice pour ce nouveau projet, il propose le Fusion 2, un appareil en mesure de suivre jusqu'à 126 véhicules en simultané sur des distances allant jusqu'à 100 mètres, tandis que leur IA en même temps en fait pourra analyser les gestes des conducteurs pour détecter les comportements à risque. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les conducteurs? Eh bien qu'ils devront être plus prudents, car les radars de nouvelle génération seront présents sur toutes sortes de zones, les zones urbaines comme des zones de chantier. Les amendes encourues pour ces 3 nouvelles infractions, le téléphone, la ceinture et le non-respect des distances de sécurité, s'élèvent chacune à 135 € avec un retrait de 3 points sur le permis, tout en sachant qu'en plus ces infractions pourront être cumulées. Un seul flash peut donc revenir à 405 € d'amende. Addition particulièrement salée, effectivement. Les conséquences pour le porte-monnaie des Français pourraient être elles aussi importantes, très importantes si ces mesures s'avèrent efficaces. Clairement, et la menace est bien réelle puisque ce type de radar est déjà utilisé dans d'autres pays et que la France a déjà testé depuis plusieurs années ce type de dispositif. Tout à fait. Et à titre de comparaison, justement, ce dispositif est déjà d'actualité au Royaume-Uni où à peine 72 heures après la mise en place des premiers radars, plus de 300 infractions ont été reportées sur un seul de ces appareils. Et pour l'anecdote, parmi ces 300 infractions, il y en avait 117 qui concernaient l'utilisation du téléphone au volant. Prudence donc toujours. L'intelligence artificielle aussi, on le rappelle, débarque sur nos routes d'ici le début de l'année 2025, c'est ça? C'est bien ça. Merci beaucoup en tout cas Lisa pour cette chronique. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Et on continue de parler métier dans le secteur des jeux vidéo aussi, qui est un peu bouleversé, vous allez le voir même carrément. On parle des nouvelles technologies, on va en parler tout de suite avec notre invité, toujours Nicolas Audouin, le directeur du Gaming Campus de Paris. Vous nous avez parlé en fin de première partie de talk tout à l'heure, Nicolas, justement de cette autre composante du monde des jeux vidéo qui est le e-sport, notamment avec l'influence des Jeux Olympiques. On les retrouvera notamment aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Le secteur du jeu vidéo, on l'a compris avec vous, évolue particulièrement rapidement. Quelles sont selon vous les grandes tendances actuelles à venir prochainement dans le domaine? Alors, on a en fait l'application de nombreuses compétences que sont les compétences techniques liées au code, au développement de jeux vidéo qui peuvent s'appliquer, je le disais tout à l'heure, dans des domaines qui peuvent être par les radars, les formations, la formation en général, plutôt gamifiée, avec un aspect gamification qui est de plus en plus présent. Ouais. On sensibilise aussi à des fins de prévention par des applications, par exemple, à la protection de l'environnement. Donc les jeux peuvent être utiles, c'est ce que vous nous racontez. Peuvent être utiles, peuvent permettre de contrôler aussi, de pouvoir sensibiliser et de pouvoir aider au quotidien
les personnes comme les entreprises. Et je reviens un instant aussi sur ce sujet dont on a parlé tout à l'heure, l'intelligence artificielle, on l'a dit, qui révolutionne de nombreux domaines, y compris le jeu vidéo. Elle permet de créer des expériences de jeu un peu plus immersives aussi, personnalisées aussi. Est-ce que ça change aussi la manière dont fondamentalement vos élèves, par exemple chez Gaming Campus, ils créent leurs jeux? Oui, alors en fait, on est en évolution constante. Depuis notre création, il y a 6 ans, on a réadapté chaque année nos programmes pour qu'ils soient au plus proche de la réalité de ce qui se fait aujourd'hui. D'accord. On adresse des métiers directement drivés par l'innovation, donc c'est en permanence l'objet, enfin ça fait en permanence l'objet d'évolution. Et on est obligé à chaque fois d'intégrer, voilà, comme l'intelligence artificielle pour pouvoir participer à la création de code, par exemple, et de faire des choses encore plus fascinantes pour nos étudiants. Donc concrètement, vos élèves utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle pour les aider dans la création de jeux vidéo, par exemple. Tout à fait. Et de plus en plus, j'imagine, au cours des prochains mois. Malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette IA, justement, elle remplace dans le métier du jeu vidéo certaines compétences, certains métiers peut-être existants aujourd'hui? Au contraire, est-ce qu'elle est un outil aujourd'hui pour enrichir le travail des créateurs? Pour moi, c'est un outil pour enrichir qui vient apporter... qui vient apporter plus d'efficacité, moins d'erreurs et surtout un gain de temps énorme, puisque on peut vraiment faire des choses il n'y a pas si longtemps, on faisait encore à la main, ouais. Et cela nous prenait des heures un temps considérable. Et aujourd'hui, on peut l'exécuter de manière très rapide et surtout efficace. Lisa, je croyais que vous voulez réagir. Oui, c'est un petit parallèle vis-à-vis de l'intelligence artificielle, puisqu'on parle d'innovation. Est-ce que de développer des jeux avec de la blockchain, c'est aussi quelque chose que vous travaillez sur votre campus? Alors, la blockchain, ça vient se conformer en fait aux exigences RGPD. Hein, donc, on est obligé de l'intégrer, puisque c'est aussi la protection des données. Ouais. C'est aussi assurer qu'on ne va pas produire des codes qui soient vulnérables. Et c'est une nécessité de l'intégrer, effectivement. La pandémie a aussi bouleversé l'industrie du divertissement. Le jeu vidéo en a tiré parti avec une vraie hausse de la demande entre 2020 et 2021. Où en est le secteur aujourd'hui, maintenant que la situation, on a l'impression en tout cas de loin, mais vous êtes au cœur de ce sujet-là, est un peu plus stable? Alors on a eu effectivement un gros boom pendant la pandémie qui s'est maintenu les quelques mois qu'on suivit. D'accord. On a atteint ensuite un plateau et une légère baisse, effectivement. On a entendu Ubisoft dernièrement qui a connu des difficultés. Ouais. Nous, on a de bons espoirs que le secteur reparte. En tout cas, on a des signaux et c'est peut-être le résultat d'une croissance qui a été très rapide et qui là vient donner lieu à une meilleure stabilité. Les plateformes de streaming comme Twitch, YouTube aussi ont transformé complètement le jeu vidéo, la manière dont on les consomme, dont on les regarde, dont on joue aussi. Est-ce que ça aussi c'est une révolution entre autres à laquelle vous formez peut-être vos étudiants? Est-ce que vous avez juste pas un studio de diffusion Twitch ou YouTube au Gaming Campus par exemple? Alors on n'en a pas, mais c'est pas vraiment une révolution puisque tous les étudiants avant même de rentrer connaissent Twitch, l'utilisent comme YouTube aussi. Et cela fait partie déjà de leurs outils au quotidien. Ouais, mais est-ce que ça s'accentue de plus en plus? Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que ça change la manière même de concevoir les jeux aujourd'hui? Pour qu'ils puissent être regardés d'une autre manière. Avant, quand on jouait aux jeux vidéo, je ne sais pas, peut-être que Lisa, vous jouiez aussi, quand on était plus jeune, on était quelque part seul derrière son écran. C'était quelque chose d'assez solitaire, même s'il y avait des jeux de groupe. Là, maintenant, en fait, on peut avoir une communauté qui est derrière nous et qui nous regarde jouer et avec qui on peut échanger. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et ça vient booster l'intérêt qu'on peut avoir pour le jeu vidéo et cet aspect communautaire, ça vient nourrir les passions. Beaucoup d'étudiants sont passionnés par effectivement le soutien qu'ils peuvent avoir ou le soutien qu'ils peuvent apporter à des joueurs.
Pour un étudiant en jeux vidéo ou un élève, vous avez parlé des élèves de troisième, des élèves de seconde qui cherchent à faire un stage, qui envisagent de réfléchir en tout cas à cette opportunité professionnelle, à une éventuelle carrière dans ce domaine-là, quelles entreprises ou quelles structures, bien sûr, au-delà de Gaming Campus, vous lui conseilleriez d'approcher? Est-ce qu'il y a des startups ou des studios peut-être indépendants ou des grands studios qui se démarquent aujourd'hui dans le secteur? Alors, aujourd'hui, tout expert. Alors, selon la typologie de métier qu'on vise, effectivement, on a des studios qui sont plus ouverts, plus axés sur la partie artistique ou plutôt technique ou commerciale. Et en fonction, sélectionner le bon studio, effectivement. C'est ce qui vient peut-être répondre aux objectifs du stagiaire. En tout cas, on est plus sur du stage au-delà du stage de troisième, plus du stage en enseignement supérieur. On a des petits studios qui peuvent apporter énormément de satisfaction puisqu'il y a beaucoup de choses à monter, beaucoup de choses à faire et on a l'occasion de toucher à tout. Tandis que pour des studios un petit peu plus dimensionné, plus grand, on risque d'avoir une expérience peut-être un petit peu plus sectorisée sur le type de métier qu'on fait. Le succès, le vrai succès, on en a parlé récemment avec vous, Lisa et Alexandre Azria, dans cette émission, le succès des jeux vidéo et surtout des comment on appelle ça, des studios indépendants. On va y arriver. Merci beaucoup. Dernière question avant qu'on termine. Le jeu vidéo, il est parfois critiqué aussi, Nicolas, pour son impact sur la santé mentale, notamment chez les jeunes. Quelle est votre opinion sur le sujet, vous qui en voyez tous les jours des jeunes? C'est une question. Effectivement, on peut critiquer sur tout abus est nocif pour la santé. Et le jeu vidéo en fait partie comme d'autres sujets. En revanche, le jeu vidéo peut apporter une vraie bulle sociale pour certains, un peu plus timides. Moi, j'ai des étudiants qui m'ont confessé lors d'entretiens d'admission que le jeu vidéo les a maintenus socialement en lien avec d'autres étudiants, puisqu'ils étaient un peu plus timides, un peu moins ouverts vers les autres, et ça a décoincé un petit peu certains timides. Ça a aussi ses avantages, donc critiquer, mais on voit aussi l'impact que ça a chez d'autres jeunes. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Audouin, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et puis on rappelle ce guide des métiers qui a été lancé par Gaming Campus. Je rappelle que vous êtes le directeur du Gaming Campus de Paris. Merci d'avoir été parmi nous. Merci aussi à vous, Lisa de Bernard, d'avoir été parmi nous aujourd'hui en tant que chroniqueuse. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis comme tous les jours et dès demain, on se retrouve dès 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.